Et prendre place de manière définitive, s'il vous plaît. Tout le monde est assis, il est 19h05. Nous allons donc ouvrir la séance. Team Marchand présent. Marie-Laure Walter. Jean-Louis Labourer est absent. Il a donné procuration à Elisabeth Marény. Christelle Buria. Présent. Robert Abran. Présent. Cécile Bonneau est absente pour suspicion de Covid. Elle a donné procuration à M. Biquéré. M. Anthony Biquéré. Présent. Madame Julie Savy est en route, apparemment un petit souci de bouchon, on l'attend. Monsieur Stéphane Detré. Marie-Joseph Verdier a donné procuration à Marie-Laure Walter. Madame Desmoulins. André Mourgue est en suspicion Covid aussi, il m'a donné procuration. Il attend les résultats de son test. Monsieur Patrice Thomas. Présent. Monsieur Jacques Sabatier. Monsieur Francis Jangou. Monsieur Serge Amban. Madame Géraldine Campance, Madame Dominique Pignatel, Monsieur Didier Zika, Madame Valérie Villemar, Madame Elisabeth Maraini, Madame Marion Neff, Madame Marion Neff, Monsieur Pierre-Valentin Verne, Monsieur Alain Lévinspul, Madame Marie-Christine Bertrandi Campana, Monsieur Étienne Herpin, Madame Christine Beaulieu, Monsieur Bruno Chex, Madame Valérie Masson-Ragusa. Parfait. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Pierre-Valentin Verne. Est-ce que quelqu'un y voit une objection? Monsieur Verne sera donc le secrétaire de séance si nécessaire. Monsieur le maire informe le conseil municipal que lors de la séance portant installation du conseil municipal le 5 juillet 2020, une erreur s'est glissée dans le compte-rendu concernant les élus communautaires de la métropole Aix-Marseille-Provence. En effet, le compte-rendu précise que les élus conseillers communautaires sont Monsieur Marchand, titulaire, et Madame Walter, suppléante. Il convient de rectifier le nombre d'élus communautaires pour la commune de Saucé-les-Pins. Il faut donc lire sur le compte-rendu du 5 juillet 2020 portant installation du conseil municipal, l'élu conseiller communautaire métropole Aix-Marseille-Provence et M. Maxime Marchand. Il n'y a donc pas de suppléant, c'est les nouvelles règles de la métropole. On avait fait un petit souci administratif quand on a rédigé le compte-rendu. Je voulais vous signaler qu'il y avait une petite modification. Je propose que nous passions à l'approbation du compte-rendu et du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 23 juillet 2020 et du compte-rendu rectifié de la séance du 5 juillet 2020 portant installation du conseil municipal. Il est noté que le compte-rendu rectifié du 5 juillet sera affiché en mairie. Qui est contre? Abstention. Unanimité. Je vous remercie. L'ensemble des décisions vous a été communiqué en application de l'article L2122-23. Sans remarque particulière, nous allons passer au point suivant. Je vous informe donc de l'ajout à l'ordre du jour de la séance d'un point numéro 22 portant sur la modification de la délibération du 20 juillet portant délégation du conseil municipal au maire. Il convient d'ajouter une délégation du conseil municipal, celle relative à la demande de subvention de tout organisme. On a été un petit peu embêtés parce que du coup, il faut passer par le conseil municipal pour valider les dossiers de subvention auprès de la région et du département. Et c'est une perte de temps assez importante. Donc, on a voulu faire le don de cette signature pour gagner du temps sur ces dossiers-là et pour pouvoir rattraper un petit peu le retard qui a été pris suite au confinement. Ce sera donc l'objet de la note numéro 22. Je vous informe par ailleurs du retrait de 2 questions écrites à l'ordre du jour. Tout d'abord, c'est la question numéro 14 portant sur la cession de parties de parcelles à la métropole dans le cadre des travaux d'aménagement de la Corniche. Tout simplement puisque nous avions une réunion hier avec la métropole qui devait nous indiquer précisément ce qu'il en était. Je tiens à rappeler que cette délibération porte sur 3 morceaux de trottoir. Hein. C'est des longueurs de 30 cm, donc il y en a une, c'est 30 cm sur 200 mètres. C'est le muret, je ne sais pas si vous voyez un petit peu après l'Ermitage.
Quand vous allez en direction de Carie, il y a un muret sur votre droite, c'est ce muret qui nous appartient encore, alors que la métropole a la route et le chemin piéton, ils n'ont pas le muret, donc ils voudraient récupérer le muret. Mais comme tout ceci devait être formalisé par des photos et par des éléments qu'on aurait dû recevoir, pas hier, avant-hier, pardon. Oui, non, hier, lundi, pardon. Du coup, on a décidé de retirer la délibération de manière à pouvoir vous la présenter de manière plus complète la prochaine fois. Concernant la question numéro 18 relative aux conventions de financement concernant les travaux d'enfouissement du réseau électrique, il y a eu des nouvelles élections au SMED et on n'a pas eu les retours nécessaires qu'on devait avoir concernant le financement. Du coup, on a décidé de reporter cette délibération aussi, plutôt que de vous la faire revoter dans un mois avec des nouveaux montants, puisqu'on n'est pas sûr que les montants qu'on a mis aujourd'hui vont être confirmés par les nouveaux élus du SMED. Les décisions numéro 14 et 18 sont donc ajournées. Pour ces deux questions, nous ne disposons pas de tous les éléments pour délibérer. Je vous propose donc de les retirer. Nous passons donc à l'ordre du jour de la séance. Le premier point est l'adoption du règlement intérieur du conseil municipal. À ce propos, je souhaiterais céder la parole à Didier Zika, qui a beaucoup travaillé au sein d'une commission d'élus concernant ce règlement, et je voudrais qu'il puisse le présenter lui-même. Merci, monsieur le maire. Donc, effectivement, nous avons travaillé en groupe sur la modification, l'ajustement du règlement intérieur du conseil municipal. Donc, on est parti du règlement municipal antérieur. On a travaillé avec un modèle proposé par l'Association des maires de France. On a fait un peu une synthèse. Je vais vous indiquer rapidement les grands changements qu'il y aura dans ce règlement municipal. Donc, notamment sur l'article 1, on rappelle que le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. Ce n'était pas mentionné avant sur l'ancien règlement municipal. C'est une obligation de l'article L2121-7 du CGCT, donc Code général des collectivités territoriales. Donc, rappelle également que le préfet ou un tiers des conseils municipaux peut demander que le conseil municipal soit réuni. Cela ne figurait pas dans l'ancien règlement intérieur. Sur l'article 2, la règle est maintenue et maintenant que les convocations au conseil municipal se fait par voie dématérialisée, c'est la loi de décembre 2019. Donc maintenant, les transmissions des ordres du jour et des documents par voie postale, devient l'exception. Ça se fera obligatoirement par mail ou, sauf demande explicite d'un conseil municipal qui souhaiterait continuer à les avoir par papier. Mais dans ce cas-là, il faut qu'il en fasse la demande explicite au maire. Sur l'article 5, je cite que les articles qui ont été modifiés. Sur l'article 5, rappel du cadre légal, donc là, c'était aussi un point prévu par le Code général des collectivités territoriales et qui ne figurait pas à l'ancien règlement intérieur. Effectivement, 1/10 des membres du conseil municipal, c'est-à-dire au moins 3 nous concernant, peuvent demander qu'un débat sur la politique générale de la commune soit organisé lors de la réunion suivante. Cette possibilité étant limitée à une fois par an. Article L2121-19 du Code général des collectivités territoriales. Donc cette disposition n'est pas nouvelle, ça fait longtemps qu'elle existe, sauf que dans l'ancien règlement intérieur du conseil municipal, ce n'était pas mentionné. Sur l'article 7, nous rappelons que le public est libre de filmer les séances du conseil municipal. Cette disposition est possible qu'à la condition que le membre du public reste assis à sa place et ne perturbe pas la séance. Alors s'il est possible de filmer avec son smartphone ou avec une petite caméra depuis sa place sur un trépied, comme c'est le cas actuellement, et il n'y a aucun problème. Après, il ne faut pas que quelqu'un s'installe avec son matériel pour filmer sans l'autorisation du maire, bien sûr. Article 8, il a été ajouté un alinéa spécifique au pouvoir de police de l'Assemblée dévolu au maire dans le cadre de la crise épidémique. Donc on a rajouté un petit paragraphe qui permet au maire de prendre des dispositions liées à la crise Covid. Donc le gros bloc qui a été rajouté, ça a été les articles 18, 19, 20 et 21 du règlement intérieur et qui organise la démocratie citoyenne au sein du conseil municipal. Donc il a été ajouté la possibilité pour les membres du conseil municipal d'amender des délibérations. Ça n'existait pas jusqu'à présent. Donc
sur une délibération, un membre du conseil municipal peut proposer un amendement qui sera soumis au vote, donc adopté, rejeté, ou éventuellement pouvant être transmis à une commission si c'est nécessaire. Ajout de la possibilité, la mise en place d'un référendum local, qu'on verra sur une autre délibération sur son organisation plus particulière. C'était un de nos projets de campagne. Donc, nous souhaitons que tous les Saucétois, Saucétoises soient associés aux décisions importantes relevant des infrastructures de la commune. Aussi, après concertation pour la recherche du consensus, le référendum local, oui, pour ne pas se retrouver dans des situations de blocage en cas de désaccord. Donc, effectivement, voilà, je me rappelle de ça. Donc, il s'agit du référendum local qui peut être organisé. Donc, recherche du consensus dans tous les projets d'infrastructure. On vous expliquera comment par la suite. Et si jamais on arrivait à une situation de blocage, on a prévu de pouvoir passer par un référendum local qui se décidera in fine. Donc, mise en place de la pétition citoyenne conformément à notre programme. Donc, 300 signataires âgés d'au moins 16 ans. Les dispositions d'organisation de cette pétition citoyenne seront soumises au vote du conseil municipal un peu plus tard, sur notre délibération. Donc, sur les commissions et comités consultatifs, ajout du cadre du comité des sages, celui-ci faisant également l'objet de dispositions particulières qui seront soumises au vote du conseil municipal. Et enfin, la modification, ça concerne en fait le côtier, où on a augmenté le nombre de signes pour l'expression sur le côtier de l'opposition. On est passé de 1200 signes à 2000 signes. On peut se le permettre étant donné qu'on réserve une page. Si jamais à l'avenir il venait y avoir un troisième groupe sur le conseil municipal, peut-être que cette disposition devrait être revue pour que simplement ça rentre sur une page. Voilà, on est fini. Merci Didier. On va procéder au vote. J'espère que... Est-ce qu'il y a des questions? Pardon. Voilà. Le micro. Merci. Donc, tout d'abord, je voudrais dire que je suis préoccupé, comme chacun d'entre nous, par la situation sur le Covid. Et je tiens à souhaiter un prompt rétablissement, ou en tout cas à prendre des nouvelles de la santé des colistiers qui sont absents aujourd'hui, sur lesquels il y a des suspicions de Covid. Ça démontre encore une fois que sur Saucé-les-Pins aussi, nous sommes bien évidemment touchés. Et alors, je vous avoue avoir été un peu surpris quand même par ces deux personnes. Donc j'espère que ce n'est pas une proportion aussi importante que 2 personnes sur 29. C'est quand même. On est sur des cas contacts, hein, donc voilà, ils ont été en contact il y a quelques jours avec quelqu'un qui l'a eu. Pour une plus grande prudence, on a décidé de leur demander de ne pas venir aujourd'hui. On trouvait que c'était beaucoup plus pertinent par les temps qui courent. Complètement, et c'est très bien. Mais donc voilà, le principal, c'est d'être prudent, de continuer à être prudent et d'espérer que tout ira bien pour eux. Ce n'est pas une digression que j'ai voulu faire, mais sur le règlement intérieur. Donc bien évidemment, nous avons également procédé à une analyse approfondie de ce qui avait été rajouté. Vous le savez, nous souhaitons, avec le groupe pour Saucé, être une opposition constructive, être une opposition qui ne sera jamais dans l'agressivité, mais qui sera dans la proposition. Et justement, sur ce point-là, sur l'article 8, vous savez qu'il est indiqué que concernant les mesures de distanciation, vous devez organiser le conseil municipal dans le respect des différentes règles de distanciation. Il me semble que nous sommes aujourd'hui très limites au niveau de l'organisation du conseil municipal et on est très proche. Donc c'est pour ça que même si, je m'en excuse auprès du public, c'est parfois désagréable de parler à travers le masque, on va essayer tous de faire des efforts pour parler le plus fort possible pour que vous nous entendiez. Néanmoins, je me permets de vous suggérer, si malheureusement, comme on le craint, il va falloir apprendre à vivre avec le Covid,
peut-être à demander à monsieur le sous-préfet un autre lieu ou une autre Alors, on a organisation. fait la demande auprès du procureur, on n'a pas reçu de réponse pour le conseil municipal d'aujourd'hui, malheureusement. Comme pour votre cas personnel pour samedi, on n'a pas eu de retour. Par rapport à ça, il est indiqué dans le protocole qu'à partir du moment où on est masqué, on peut être en dessous de la distance de 1 mètre. Donc on est tenu autour de la table, à moins qu'on s'exprime, de rester masqué, comme c'est le cas dans tous les ERP des Bouches-du-Rhône actuellement. Et en fait, les règles qui s'appliquent de manière globale aux gens qui viendraient l'après-midi jouer aux cartes sont les mêmes qui s'appliquent à cette assemblée ce soir. Donc on est dans les clous, même si je reconnais comme vous que ces derniers temps, les directives qu'on nous donne sont très compliquées à suivre. Change souvent, et puis en plus, ça serait aussi pour l'accueil du public qui, j'espère, sera de plus en plus nombreux, puisque ça montre l'intérêt de suivre ces séances du conseil municipal. Donc voilà, c'était une suggestion. Le second point, donc je salue pour la première fois sous votre mandature la publicité au niveau de la vidéo de ce conseil municipal. C'est important que les habitants puissent voir ces conseils municipaux à distance. Je pense qu'il aurait été bon de rajouter, mais bon, c'est pas grave, que c'est sur ma mandature que pour la première fois les conseils municipaux ont été diffusés. Je me permets de vous demander comment sera organisée les séances vidéo. Est-ce qu'on pourra les voir sur le site de la mairie, sur le site? Donc ce qui se passe pour l'instant, c'est qu'on a mis en place une solution provisoire, parce que comme vous le savez certainement un petit peu plus tôt sous votre mandature, on avait débloqué des crédits pour la création d'un site internet. On est actuellement à l'étape de la comparaison des devis, puisqu'on a réussi à faire baisser le coût initial de moitié quasiment sur la construction du nouveau site internet par rapport à ce qui avait été validé par l'ancienne mandature. Et du coup, on a fait inclure une section vidéo dans ce nouveau site qui en fait archivera l'ensemble des vidéos du conseil municipal. Donc celle-ci pour l'instant est sur Facebook pour essayer de toucher un maximum de Saucétois. Et à l'avenir, il y aura non seulement la possibilité de les visualiser en direct sur le site de la mairie, sur Facebook, et surtout une possibilité qu'on n'avait pas avant, c'est de les revoir a posteriori, de régler le temps et de revoir des passages si on souhaite le faire, puisque de la même manière que les comptes rendus sont en ligne, on laissera ces vidéos en ligne sur le nouveau site et les Saucétois seront libres de revoir un conseil municipal qui a eu lieu 1 an avant ou quelques mois avant, et sur les engagements qui ont été pris. Voilà, ça leur permet une vraie transparence par rapport à ça. Je vous remercie aussi d'avoir... Allez-y, finissez. Non, allez-y, je... C'était juste pour signaler quand même que donc moi j'ai participé aussi à la commission qui a élaboré ce règlement. On l'a fait aussi dans une optique de laisser la place à l'opposition. Depuis le départ, vous indiquez que vous souhaitiez être constructif. On souhaitait aussi vous laisser la place d'être constructif, augmenter votre capacité à vous exprimer dans les conseils, augmenter vos capacités à vous exprimer dans la revue municipale. Donc c'était aussi important pour nous. Et voilà, comme vous l'avez souligné, mais pas très très fort, je me permets de remettre un coup de stabilo par rapport à ça. On vous a quand même ouvert de nouveaux champs qu'on n'avait pas quand nous étions les opposants, et ça nous a semblé important que vous puissiez avoir la parole et que vous puissiez jouer le rôle constructif que vous souhaitez jouer. Et juste pour terminer sur l'explication de vote, donc nous nous abstiendrons sur le règlement intérieur concernant justement les articles 18 à 20, sur lesquels nous reviendrons ultérieurement, sur la partie démocratie citoyenne et pétition citoyenne. Donc c'est pour cela que nous nous abstiendrons sur ce vote. Parfait. Donc sans suspense, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Nous allons donc passer à la décision numéro 2, qui est le renouvellement de la commission communale des impôts directs, qui n'avait pas été remaniée depuis plusieurs années. C'est M. Detré qui a géré ce... Non, pardon, je dis une bêtise. Non, c'est moi. C'est pour moi. Allez, c'est pour moi. Cette commission... Pardon. La constitution... C'est bon, ça saute? Je vais peut-être enlever le micro, ça sera peut-être mieux. Constitution de la commission communale des impôts directs. L'article 1650 du Code général des impôts prévoit l'institution dans chaque commune d'une commission communale des impôts directs. Cette commission comprend 8 membres, le maire ou l'adjoint délégué, président et 8 commissaires. Dans les communes de plus de 2000 habitants, le nombre de commissaires est porté de 6 à 8. Les commissaires doivent être français ou ressortissants d'un membre de l'Union européenne, être âgés de 18 ans au moins, jouir des droits civils,
être inscrit sur l'un des rôles d'impôts directs locaux de la commune, être familiarisé avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux de la commission. L'article 1650 du Code général des impôts précise qu'à chaque renouvellement du conseil municipal, il y a lieu de procéder à la désignation des membres de la commission communale des impôts. Cette désignation est faite par le directeur départemental des finances publiques sur proposition du conseil municipal qui établit une liste de contribuables en nombre double. Il appartient donc à l'Assemblée de désigner 16 commissaires titulaires et 16 commissaires suppléants. Parmi ceux-ci, 8 titulaires et 8 suppléants inscrits sur cette liste seront désignés par le directeur départemental des finances publiques. Est-ce qu'il y avait des questions ? Oui, simplement, je pense qu'on a tous reçu plusieurs fois, c'était une première peut-être, enfin, on a reçu... Il y a eu une liste avec des morts, on ne va pas se mentir, là, sur la première liste il y avait une erreur, il y avait quelqu'un de décédé qui était... Alors moi, j'étais pas encore sur ça, mais on va en parler. L'erreur est humaine, mais c'est vrai que nous, on a cru que c'était notre liste. Mais comme on a reçu une quinzaine de mails ou une douzaine de mails avec des pièces jointes, à un moment, c'était un petit peu compliqué de bien savoir. Mais bon, les choses vont s'améliorer, j'espère, et j'en suis sûr. Et donc, ce sera zippé, il n'y aura pas de problème, on arrivera à voir. Néanmoins, et voilà, comme on vient de voir qu'il y a une nouvelle liste qui a été déposée, on n'arrivait plus à savoir si c'était la liste avec malheureusement 2 personnes qui étaient décédées, qui faisaient effectivement partie de la commission que j'avais mis en place à l'époque. En 2017. Donc de ce fait, si ça a été rectifié, c'est une erreur. Le vote de notre groupe sera positif. Sera pour, puisque cela a été revu, mais c'est vraiment surpris. Et on s'en excuse, c'est une erreur de version de la pièce jointe en fait. Et on salue on vous a envoyé le document initial à la place du document modifié, donc ça a créé tout un tas de confusion. Et on salue la mémoire de ces 2 Saucétois qui se sont beaucoup impliqués dans la vie communale. Merci. Procédons au vote. Qui est contre? Abstention? Unanimité? Je vous remercie. Nous allons maintenant passer à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger à la commission de suivi du site pour Total Raffinage France. Par arrêté du 8 mars 2013 modifié le 31 août 2015, le préfet de région a créé la commission de suivi de site pour les établissements suivants. Total Raffinage France à Châteauneuf-les-Martigues. Dépôt Total Raffinage de la Vera. Chemwan, Gazéchim, Naftachimie, LBC Marseille-Fosse, Petro Ineos Manufacturing, et alors là, Ineox Chemicals Lavera, Ineos Derivative Lavera, Primagaz Lavera, Géogaz Lavera, Wilmar France et Oxochimie Martigues. À l'occasion d'une réunion de la commission de suivi de site le 5 janvier 2016, il a été proposé de scinder l'actuelle commission en 2 CCS distinctes. Une commission dédiée uniquement au site Total à Châteauneuf-les-Martigues et l'autre incluant les entreprises de la plateforme Lavera. En application de l'article R 125.8.2 du Code de l'environnement, il convient de désigner au sein de notre Assemblée un membre titulaire et un membre suppléant pour siéger à ces 2 commissions de suivi de site au titre du collège des élus des collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale. Je propose donc, excusez-moi, je change de papier. Je propose de désigner Madame Buria Christelle en qualité de titulaire et Monsieur Jacques Sabatier en qualité de membre suppléant. Qui est contre? Abstention? Unanimité, je vous remercie. Pardon. Ah, vous abstenez, pardon. Nous allons maintenant passer à l'élection du représentant de la commune au sein du syndicat mixte du parc marin de la Côte Bleue. Il convient d'élire les représentants de la commune au sein du syndicat mixte parc marin de la Côte Bleue. Un conseiller municipal siège en qualité de titulaire au sein de ce syndicat et 2 conseillers municipaux doivent être désignés en qualité de suppléants en cas d'empêchement du titulaire.
Je fais une petite parenthèse là-dessus pour vous indiquer que l'Assemblée générale du parc marin a déjà eu lieu, malgré le fait qu'on n'avait pas encore pris cette délibération. J'ai donc signé personnellement le compte-rendu engageant la ville sur cette nomination, qui est une présidence tournante, hein, que Mme Campana a brillamment occupée par le passé. Donc une année c'est en Suisse, une année c'est Carinnes, Saucé, Le Rove et Martigues. Donc tous les ans ça c'est modifié. Donc malgré le fait qu'on n'avait pas encore élu notre représentant, on a dû se présenter à la réunion qui avait été fixée. Donc je souhaitais quand même vous en informer. Et je souhaitais par ailleurs vous conférer pendant la semaine de puisque le parc marin fait quand même état d'une situation assez préoccupante concernant les oursins au large de nos côtes et le stock d'oursins actuel sur les communes de Caris, Saucé, Martigues, enfin toutes les communes concernées par le parc marin. Il vous tout à fait complète à ce sujet pendant la semaine de l'écologie, mais je vous invite vraiment à venir. Les chiffres qu'il nous a exprimés, ce qu'il nous a montré, n'est-ce pas Christelle, c'était quand même assez alarmant sur les années à venir. Voilà, c'était la petite parenthèse. Je propose donc pour ce type d'élection les dispositions de l'article L21-21-21 du CGCT offre aux membres du conseil municipal de proposer un vote public dans la mesure où notre assemblée a décidé à l'unanimité. À défaut, l'élection a lieu à bulletin secret. Est-ce que vous souhaitez qu'on vote à bulletin secret ou on peut voter à main levée? Parfait. Je propose donc la candidature de Mme Christelle Buria en qualité de titulaire et de M. Jacques Sabatier et Maxime Marchand en qualité de membres suppléants. Qui s'abstient? Je vous remercie. On va passer maintenant encore à une nouvelle désignation. Cette fois, c'est les délégués représentant la commune au sein de la commission locale d'évaluation des charges transférées entre les communes et l'EPCI Métropole. Par délibération du 28 avril 2016, le Conseil de métropole a délibéré sur les modalités de création et de composition de la commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLECT pour les connaisseurs. Cette commission est fondamentale pour accompagner le dispositif transitoire des transferts de compétences entre les communes et l'EPCI Métropole, visant à l'exercice de plein droit et sur l'intégralité de son périmètre de l'ensemble des compétences de droit commun visées à l'article L5217-2 du Code général des collectivités territoriales, à l'exception des attributions d'autorité concessionnaire de l'État pour les plages. Il vous est proposé de désigner des délégués représentant la commune pour siéger au sein de la commission locale d'évaluation des charges transférées. Au sein de cette commission, la commune de Saucé-les-Pins sera représentée par un délégué titulaire et un délégué suppléant. Il convient de procéder à la désignation des délégués communaux devant siéger au sein de cette commission. Il sera procédé à un vote à bulletin secret. Ah non, pas forcément. Pour ce type d'élection, les dispositions de l'article L21-21-21 du CGCT offrent aux membres du conseil municipal de procéder à un vote public dans la mesure où notre assemblée en décide à l'unanimité. Est-ce que vous souhaitez un vote public? Je vous remercie, M. Chex. Je propose M. Detré Stéphane en qualité de membre titulaire et M. Marchand Maxime en qualité de membre suppléant. Qui est contre? Abstention. Pour. Je n'ai pas fait pour tout à l'heure, je vais me faire gronder, pardon. Merci. On reprend avec, pour faire original, une nouvelle désignation. Cette fois-ci, c'est la désignation de 2 délégués pour siéger au sein du conseil d'administration du syndicat mixte, c'est dur à dire, syndicat mixte d'électricité. Le syndicat mixte d'électrification du département des Bouches-du-Rhône, le SMED 13, a été créé par un arrêté préfectoral en date du 17 février 1994. Par délibération du 28 octobre 1993, la commune de Saucé-les-Pins a adhéré au SMED, qui regroupe les communes des Bouches-du-Rhône. Le SMED est chargé de la distribution publique d'électricité sur l'ensemble du territoire communal. Par délibération du 20 septembre 2005, le syndicat mixte d'électrification étendait ses compétences et devenait le syndicat mixte d'énergie du département des Bouches-du-Rhône. L'Assemblée municipale doit procéder à la désignation des délégués représentant la commune au sein du SMED.
Un délégué titulaire et un délégué suppléant sont désignés. Les délégués suppléants siégeant en cas d'empêchement du titulaire. Je propose la désignation de M. Abran Robert en qualité de titulaire et de M. Jacques Sabatier en qualité de suppléant. Qui est contre? Abstention. Qui est pour? Nous passons à l'adoption du règlement du Grand Prix de peinture et de sculpture et de l'approbation des droits d'inscription. Je vais laisser donc la parole à Mme Walter, ma première adjointe, qui travaille d'arrache-pied depuis notre élection sur la constitution du programme que vous connaissez peut-être, Saucé, capitale provençale de la culture. C'est un label qui avait été obtenu par l'ancienne mandature en collaboration avec le service et qui nous ouvre droit à plus de 100 000 euros de subventions sur des événements culturels sur l'année. Alors malheureusement, c'est tombé sur cette année Covid qui est un petit peu compliquée, mais c'est quelque chose sur lequel on veut mettre l'accent et dont on veut quand même vous faire profiter. Donc on met en place des protocoles, on met en place des choses pour qu'il y ait quand même un accès à la culture. Alors c'est parfois contraignant de s'inscrire, c'est parfois compliqué d'être un petit peu loin, mais c'est important pour nous de remettre la culture au centre de la vie des Saucétois, et ce sur la durée, pas seulement dans le cadre de cette convention qu'on a pour la capitale de la culture. Et on est très heureux du programme qu'on a pu vous proposer cet été. Je tiens à féliciter encore une fois tous ceux qui ont travaillé dessus, dont Marie-Laure à qui je cède la parole. Vous m'entendez? Oui, ça marche là? Merci, monsieur le maire. Oui, donc Saucé fait partie des villes qui ont été retenues comme étant capitale provençale de la culture. Au niveau du Grand Prix de peinture, justement, nous voulions vous proposer quelques modifications. Donc le Grand Prix de peinture se déroulera du 17 au 22 novembre. Donc on souhaitait l'ajout d'une catégorie d'œuvres dans le street art. Ensuite, chaque artiste devra proposer 4 œuvres dans les catégories de peinture et de street art, et ne que dans une seule catégorie. Bon, on entend. Les droits d'inscription sont fixés à 30 € par artiste et pour l'ensemble des œuvres déposées par ce dernier. Donc il était proposé au conseil municipal d'adopter le règlement du Grand Prix de peinture et de sculpture et d'approuver les droits d'inscription. Voilà, vous avez eu donc en annexe le projet du règlement. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Juste, pardon. On va retrouver la voix. Merci d'avoir souligné, d'avoir l'élégance d'avoir souligné que c'est grâce au travail qui avait été réalisé et par le service et par la précédente équipe que nous avons réussi, grâce à Madame Vassal et au conseil départemental pour Saucé les Pins, d'avoir ce label qui effectivement va nous permettre d'obtenir 100 000 €, comme vous l'avez souligné, de subventions diverses. C'est effectivement, on peut toujours remercier le conseil départemental pour toute l'aide aux communes qu'il apporte. On le sait, sans le conseil départemental, il serait très difficile pour les communes d'arriver à monter tous les événements. Donc même dans des périodes difficiles comme celle dans laquelle nous sommes, il est sans doute encore plus nécessaire de bénéficier de la culture dans notre commune. Merci. Et donc nous voterons pour ce nouveau règlement. On va donc procéder au vote. Oui. Qui est contre? Abstention. Unanimité. Je vous remercie. Nous passons maintenant à l'adoption du règlement intérieur du Conseil des sages et de la charte. Je vais de nouveau laisser la parole à M. Zika, qui a géré extrêmement bien ce dossier. Merci, monsieur le maire. Donc, conformément à l'article L2143-2 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil peut créer des comités consultatifs sur toute question d'intérêt communal intéressant tout ou partie du territoire de la commune. C'est sur cette base qu'il sera constitué un Conseil des sages. Donc, le Conseil des sages a été travaillé depuis cet été en collaboration avec M. Lévin-Spul et Madame la première adjointe ainsi que Madame Villemart. Nous avons proposé une charte et un règlement intérieur qui est soumis à l'adoption du conseil municipal.
sur cette charte. Du coup, que je retrouve. C'est ça qu'on a trop de papier. Voilà, donc le rôle et des objectifs. Les rôles et les objectifs de ce Conseil des sages, c'est une réflexion pour apporter une aide aux élus, aux commissions municipales, au Conseil municipal des enfants et aux habitants. La consultation et concertation sur des projets à l'initiative du Conseil municipal ou à sa propre initiative, en accord avec les élus, des propositions de projets et d'actions réalisables en faveur du bien commun, en veillant à ne pas se substituer aux structures existantes, écoute des habitants et actions répondant aux attentes exprimées, retour sur les actions menées, mais tout ceci n'est pas exhaustif. Donc le Conseil des sages sera constitué à partir de sages, habitants saucés, et inscrits sur les listes électorales qui sont soit pré-retraités, retraités, âgés au minimum de 55 ans, n'exerçant plus d'activité professionnelle. Donc les éventuels candidats devront manifester leur volonté d'intégrer le Conseil des sages par un acte de candidature et adhérer à la charte du Conseil des sages. Il ne doit pas être élu au conseil municipal ni conjoint d'élu. Les anciens élus conseillers municipaux peuvent être candidats en respectant un délai de 3 ans après la fin de leur mandat. Donc le mode de désignation se fera par recherche de la parité femmes-hommes, en tentant au maximum de respecter une couverture géographique de l'ensemble de la commune, avec le meilleur éventail le plus large de catégories socio-professionnelles, représentant la pyramide des âges et avec des compétences qui pourront apporter, qui seront force de proposition pour le conseil municipal. Voilà. Donc, ce qui a été convenu pour la mise en place, la première mise en place de ce Conseil des sages, donc les éventuels candidats devront faire acte de candidature en retirant à la mairie, où on mettra en place de manière à le télécharger sur Internet ou sur Facebook un document par lequel il fait acte de candidature et il adhère à la charte et au règlement intérieur. Les premières candidatures seront examinées par on va dire une commission paritaire composée de 2 élus de la majorité, de 2 élus de l'opposition, sous la présidence du maire. Et la première mise en place du Conseil des sages se fera par consensus entre l'opposition et nous-mêmes. À partir de là, le Conseil des sages sera mis en place, il aura son propre bureau et dans un second temps, le Conseil des sages se renouvellera de lui-même. Voilà. En toute autonomie, merci Didier. En toute autonomie, merci. Est-ce qu'il y avait des questions ? Merci. Je voudrais rappeler simplement que vous m'avez invité à participer à ce Conseil des sages, à l'élaboration de la charte du Conseil des sages, pardon, en raison du fait que j'avais monté il y a quelques années un Conseil des sages. C'était du temps de M. Diard. J'avais monté ça avec le professeur Penn, qui lui avait une très grosse expérience de cela sur Carry-Drouet. Et le Conseil des sages à Carry fonctionne bien, a bien fonctionné, au moins du temps du professeur Penn, je ne sais pas aujourd'hui. Mais chez nous, ça n'avait pas fonctionné. Donc on s'est expliqué. Et la raison principale à l'époque pour laquelle ça n'avait pas fonctionné, alors qu'il y avait des sujets qui avaient été soulevés, c'est que la municipalité s'en était un petit peu lavé les mains. Hein, voilà. Donc j'ai bien insisté que je participais à cette élaboration, que je partageais l'expérience que moi j'avais eue à l'époque, et je vous ai donné un exemple des projets qui avaient été remontés par des Saucétois à l'époque et dont aucun n'a été traité. Voilà, donc j'espère que ça sera, je veux dire, suivi des faits si le Conseil des sages vous propose ça sera des suivi projets. des faits. Voilà. C'est une politique globale et c'est une vision globale qu'on souhaite mettre en place. C'est aussi les premiers éléments de cette politique globale qui vise à écouter les Saucétois et à échanger avec eux, que de créer le Conseil des sages, que de créer donc le cadre juridique pour la pétition citoyenne, pour le fait d'ajouter des questions à l'ordre public,
Tout ça, on ne peut pas le faire en claquant des doigts, il ne suffit pas de le dire, il faut l'exprimer juridiquement, et c'est aussi une large part de la séance de ce soir, c'est de mettre en place les outils qui vont demain permettre aux Sociétois de s'exprimer librement et d'exprimer librement leur choix pour leur ville. Et je tenais quand même une nouvelle fois à vous remercier pour vos participations toujours pertinentes à cette commission. Je vous en prie. J'ai une petite question Bien sûr. d'un de nos collègues qui s'étonnait qu'il y ait une limitation à 55 ans pour participer et qu'il n'y ait, je dirais, une obligation de ne plus avoir d'activité professionnelle. Alors moi, je n'ai pas su répondre parce que je pense que c'est un peu le principe du Conseil des sages, c'est dans la charte globale des conseils des sages de France, qui sous-entend que les membres du Conseil des sages doivent avoir un certain âge, d'où le principe sage, et doivent être oisifs, entre guillemets. Alors ça peut aller de la retraite à d'autres éléments, mais a priori, c'est le principe même du Conseil des sages. Après, on pourra créer un conseil des moins sages ou des jeunes sages, ou on peut tout ouvrir. Mais là, en l'occurrence, le Conseil des sages sous-entend des personnes un petit peu âgées et des personnes inactives. Voilà. Voilà, merci. Il a entendu votre réponse. Je vous remercie. On va donc passer au vote. Qui est contre ? Abstention, unanimité, je vous remercie. Prochain sujet, donc je vais encore laisser la parole à monsieur Zikas, c'est les modalités de fonctionnement de la pétition citoyenne. Donc voilà, un nouveau pilier de notre démocratie citoyenne qu'on se compte mettre en place, donc la pétition citoyenne qui était prévue à notre programme. Donc, conformément à ce qu'on a prévu sur le règlement intérieur, ce dispositif permet d'associer le public à la conception d'une réforme, l'élaboration d'un projet ou d'un acte, à toutes les questions intéressant les services publics communaux ou les équipements de proximité aux suites à donner, selon des modalités et des conditions de recevabilité qu'il convient désormais de déterminer. Ce droit de pétition pouvant prendre la forme, le cas échéant, d'une interpellation de l'organe délibérant sur la définition ou l'application d'une politique publique communale. Il faut entendre par intérêt public communal et compétence du conseil municipal des affaires communales au sens de l'article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales sur lesquels le conseil municipal est habilité à intervenir, c'est-à-dire un champ élargi de compétences sous réserve qu'elles ne soient pas dévolues par la loi à l'État ou à d'autres collectivités ou personnes publiques, départements, régions ou intercommunalités, notamment la métropole Aix-Marseille-Provence, et qu'il n'y ait pas d'empiètement sur les attributions conférées aux maires. Donc la pétition citoyenne s'organisera de la manière suivante. Tout citoyen, sociétois, association ou collectif d'habitants peut déposer à la mairie une pétition qui sera examinée par une commission qui regardera essentiellement si effectivement l'objet de la pétition relève de la compétence du maire, parce que il ne sert à rien de lancer une pétition alors que ça relèverait par exemple de la compétence de la métropole, puisque de toute façon on ne pourrait pas donner de suite à cette demande. Donc ça peut aussi permettre de rajouter une question diverse à l'ordre du jour du conseil municipal, si les sociétois souhaitent par voie de pétition poser une question au conseil municipal. Donc pour être recevable, cette pétition devra être signée par au moins 300 sociétois âgés de 16 ans et plus, qui devront justifier explicitement de leur appartenance à SOCÉ. Soit, il y aura des formulaires. Dans un premier temps, on a mis en place une pétition qui sera uniquement papier dans l'attente de la mise en place du nouveau site Internet. À terme, quand le site Internet sera fonctionnel, il sera possible de signer la pétition directement par Internet. Voilà, j'en ai fini. Merci Didier. Est-ce qu'il y a des questions ? Voilà. Hop. Merci. Donc ce point sur la démocratie participative est évidemment un point important puisqu'il permet aux citoyens de s'impliquer dans la vie communale et c'est évidemment une bonne chose d'avoir l'avis des citoyens. Nous avons noté avec mon équipe que la pétition serait possible à partir de 16 ans. Donc j'ai vu aussi qu'on évoquait la possibilité de droit de vote à partir de 16 ans.
Nous verrons si le législateur ira jusqu'à Pas dans les cela. prérogatives, en tout cas. Mais donc, bon, c'est une nouveauté. Je me suis demandé si, par exemple, les citoyens de Saucé pourraient utiliser la pétition citoyenne sur le projet d'élaboration, de modification de la corniche. S'il y a un seul projet, s'il y a plusieurs tous les projets. sujets. Voilà, donc, à ça, l'heure c'est- actuelle, il n'y a pas de projet puisque la métropole n'est toujours pas venue écouter nos attentes et vérifier comme il devait le faire hier. Donc pour l'instant, il n'y a pas de projet, mais de toute manière, qu'on soit bien clair là-dessus, la transparence et la démocratie citoyenne, c'est pas une promesse électorale, ça sera fait, j'ai aucun doute là-dessus. Donc vous pouvez y aller et revenir sur ce sujet à chaque fois. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est un engagement c'est une valeur personnelle, une valeur morale aussi qu'on souhaite mettre en avant. Donc on sera ouvert à tous les types de pétitions. Après, si demain, dès que l'approbation des modalités sont OK, 300 Saucétois déposent une pétition pour qu'on leur donne le projet de la corniche, on le fera au prochain conseil municipal et on leur diffusera un écran blanc, puisque en l'état actuel des choses, la métropole ne nous a toujours pas fourni les dossiers. Et comme on ne les a pas trouvés en mairie quand on est arrivé, on attend qu'ils viennent nous les ramener. Voilà. Bon, donc ça, c'est un point qui est important, puisqu'évidemment, les attentes sont fortes à ce niveau et le fait d'avoir plusieurs projets sera important. Pour en revenir à la délibération, on l'a lu, relu. Notre sentiment, c'est que c'est une mesure qui a été reprise sur un certain nombre de mairies ou de sites type AMF qui, nous semble-t-il, est très adapté à des grandes communes dans lesquelles un nombre d'habitants est important. Jusqu'à présent, quels que soient les maires de la commune, il est assez facile pour les habitants, me semble-t-il, de rencontrer les élus, de les rencontrer sur le marché, de les rencontrer dans la rue, ou de prendre un rendez-vous avec le maire ou avec ses adjoints. Et de ce fait, les bonnes idées étant souvent et partant souvent du terrain, très souvent, ce que faisaient les maires, c'était de reprendre ces bonnes idées du terrain. Certes, ce n'était pas formalisé comme cela l'est maintenant, mais je pense que c'était aussi rapide et efficace. Donc, sur le principe, j'ai envie de vous dire, nous verrons bien, puisque c'est un nouvel outil qui sera mis à disposition des habitants. Nous l'avons trouvé de notre côté complexe et donc c'est la raison pour laquelle nous voterons contre, non pas sur le principe de la démocratie participative qui est évidemment un point important, mais sur l'application pratique qui nous a semblé complexe, mais nous verrons si l'avenir nous dément ou pas. J'entends qu'on a une divergence politique sur le sujet, c'est pas la seule et c'est pas très grave. Nous, on pense que c'est un modèle qui tient la route et c'est un modèle qui va séduire les Saucétois. Après, il fallait quand même un cadre juridique clair pour pas tomber dans le n'importe quoi. Si demain j'ai des pétitions sur mon bureau pour supprimer les radars sur l'autoroute, malheureusement, je ne pourrais pas y faire grand-chose. Donc il y avait besoin de ce cadre juridique clair pour que les Saucétois s'y retrouvent. Après, écouter les gens, être présent sur le terrain, c'est pas à démontrer. Effectivement, on tâche tous et toutes de l'être un maximum. J'entends que politiquement, c'est pas une décision que vous auriez prise. Nous, on a décidé de la prendre et les Saucétois nous ont fait confiance pour la prendre. Excusez-moi, vous évoquez une divergence politique. Je me permets de rappeler que j'ai mis en place pour l'attribution des logements sociaux l'anonymisation des dossiers, qui est censée être une mesure plutôt de gauche, ce que je ne suis pas. Et pourtant, j'ai pris cette mesure qui a fonctionné, puisque, me semble-t-il, c'est pas me semble-t-il, mais il y avait des élus, des colistiers, donc d'autres listes que la mienne, qui avaient bénéficié de logements sociaux et que, sous ma mandature, donc cela montre bien que l'anonymisation a fonctionné et qu'on ne regardait pas si on allait voter pour tel ou tel candidat, mais on regardait, puisque c'était une commission dans laquelle l'opposition est également présente, l'anonymisation. Le rapport, c'est que l'anonymisation des dossiers
sur les logements sociaux est aussi une mesure typée à gauche que pourtant j'ai pris. Donc ce n'est pas une opposition politique, mais c'est simplement des modalités pratiques qui me semblent là moins adaptées. C'était simplement ce sur quoi je voulais rebondir. Il n'y a pas de souci, j'ai bien noté. Et si ça peut vous rassurer, on maintiendra l'anonymisation. On ne voudrait pas revenir à l'ancien système. On va passer au vote. Qui est contre? Abstention. Pour? Merci, messieurs, dames. Nous passons maintenant à la décision numéro 10 concernant l'abattement des droits de place. Ah, tu as tout cassé, Marie-Laure. Excusez-moi. L'abattement des droits de place de terrasses portuaires et non portuaires. Comme vous le savez, nos restaurateurs, et Dieu merci, grâce à l'effort collectif de nombreux élus de la métropole, on n'a pas été touchés par la nouvelle fermeture, mais nos restaurateurs ont beaucoup souffert du confinement et de ce qui en a suivi. Et en conséquence, on a décidé avec M. Detré, ici présent, qu'il serait pertinent de leur faire un abattement, puisqu'ils sont restés fermés pendant 2 mois, donc de 1/6 de ce qu'ils payent à l'année pour occuper l'espace public. Ça nous semblait pertinent sur ce cas-là, pour aider nos restaurateurs à continuer à travailler. Donc on leur offre, entre guillemets, les 2 mois de confinement, on ne les fait pas payer, ça nous semble être logique, et c'est une demande qu'on fait remonter au niveau de l'Assemblée qu'on a eue avec l'ensemble des commerçants et l'ensemble des restaurateurs par ailleurs. Je vais laisser la parole à M. Detré qui va nous présenter sa délibération. Merci, Monsieur le maire. Donc effectivement, dans le cadre de la pandémie qui a d'abord imposé le confinement jusqu'au 11 mai 2020, et depuis le déconfinement, des règles strictes de distanciation sociale se sont imposées aux commerçants et plus particulièrement aux restaurateurs dont l'exploitation se trouve fortement impactée. Les restaurateurs saucétois dont l'exploitation se situe en zone portuaire et non portuaire disposent d'emplacements sur le domaine public, notamment des terrasses couvertes et non couvertes. Dans ce contexte de crise sanitaire, il est proposé au conseil municipal d'autoriser un abattement de 2 mois sur les droits de place annuels concernant les terrasses portuaires et non portuaires. Alors en complément d'information, ceci concerne une dizaine de restaurateurs et représente un montant total de 3 144 € pour être précis. Je vous dispense des centimes, mais on est à peu près sur ces montants-là. Donc il nous semblait, comme l'a dit Monsieur le maire, important qu'à son tour, la municipalité fasse un geste pour ces commerçants qui occupent donc des terrasses sur le domaine public, qu'elles soient couvertes et non couvertes. Alors certains restaurateurs sont concernés par les deux, couvertes et non couvertes, d'autres que la couverte, que la non couverte. Mais on a instauré un système qui nous semble équitable pour l'ensemble des restaurateurs porteurs et non porteurs. Oui. Monsieur Levinspul veut parler. Oui, nous avions prévu ce que vous annoncez, on l'avait prévu dans le budget, et on a même parlé avec quelques commerçants de cette possibilité. Aujourd'hui, la situation a pas mal changé, c'est plutôt aggravé, et la suggestion qu'on pourrait vous faire pour, je dirais, aider nos commerçants au mieux, c'est de ne pas s'arrêter à 2 mois d'exonération, mais d'augmenter significativement cette exonération, puisque comme vous l'avez indiqué, ce n'est pas un gros montant pour la municipalité, mais c'est quelque chose qui compte pour eux. Donc autant nous serons d'accord sur la délibération, autant nous souhaiterions que vous augmentiez le nombre de mois d'exonération. Merci. Alors à ce sujet, ce n'est pas une demande qui est revenue quand même des restaurateurs qui nous l'ont dit dans l'ensemble. On fait plutôt un bon été qui a été compensé par le tourisme local. Ils ont les moyens de régler ce qu'ils nous doivent. Ils savent que la situation financière de la commune n'est pas non plus exceptionnelle. Donc eux aussi, de leur côté,
ils estiment que c'est normal de régler le moment où ils ont occupé le domaine public. Donc ils n'ont pas demandé autre chose que de ne pas payer ce qu'ils n'avaient pas utilisé, ce qui nous semble légitime. Après, ils ont quand même bien travaillé cet été, ils sont en capacité de régler des petits montants, hein. C'est vraiment des tout petits montants, c'est 250 €, 400 € sur certains restaurants. Sur les terrasses couvertes, ça monte à 2000 €, ça concerne 6 restaurants qui fonctionnent quand même très bien sur le port. Donc nous, c'est ce qu'on a échangé avec eux, hein. Oui. On s'est vraiment arrêté sur les 2 mois où ils ont été fermés par obligation, où là, il n'y avait pas d'exploitation possible. Voilà. Les restaurants ont été pas mal impactés encore ces dernières semaines. Il n'y a pas que les 2 mois d'été de confinement à 100%. Aujourd'hui, ils sont pas si en bonne santé que ça. Voilà, c'est pour ça qu'on voulait vous proposer ce geste. D'autant plus que ce que vous proposez était déjà prévu dans notre budget. Donc, comme vous l'avez repris, ce n'est pas un effort supplémentaire. Merci. On va donc passer au vote. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, on m'entend. On va donc passer au vote. Qui est contre? Abstention? Unanimité. Je vous remercie. Merci. Nous passons donc au point numéro 11, de nouveau avec M. Detré, qui doit faire donc l'admission en non-valeur. Oui, merci. Monsieur le maire informe le conseil municipal que le trésorier principal de Martigues ne peut pas recouvrer les titres concernant les produits des régies de recettes municipales concernant la restauration scolaire et les services périscolaires. Il est précisé que ces admissions en non-valeur relèvent de titres qui ont donné lieu à des poursuites par le trésorier, mais qui sont restés sans effet et donc infructueuses. La somme de ces titres représente un montant total de 1 709,32 €. Un état récapitulatif des admissions en non-valeur est annexé à la présente note. Il est proposé au conseil municipal d'approuver ces admissions en non-valeur pour un montant total de 1 709,32 €. La dépense est prévue au chapitre 65, compte 6541, au budget primitif 2020. Donc c'est en fait des impayés qu'on ne peut pas recouvrer malgré diverses actions, et notamment du trésorier principal, qui nous concède donc de placer cette somme-là en non-valeur, donc en montant irrecouvrable. Est-ce qu'il y avait des questions? On va passer donc au vote. Qui est contre? Abstention? Unanimité, je vous remercie. Merci à vous. Nous passons donc au sujet numéro 12 qui concerne l'exonération de droits de place concernant le marché bio du mois d'octobre. Je vais donc laisser la parole à Monsieur Thomas qui va nous présenter sa délibération. Oui, alors ce marché s'inscrit dans les journées de l'environnement qui auront lieu du 7 au 18 octobre. Ces 2 marchés sont des marchés bio, donc qui vont accueillir principalement des producteurs locaux qui sont en bio. Comme vous le savez d'ailleurs, la plupart de ces producteurs, comme tous les restaurateurs qui ont été signalés précédemment, ont subi les problèmes de la pandémie et ont vu leur chiffre d'affaires fortement diminuer. Donc il nous paraissait important de pouvoir créer une exonération de droits de place pour ces 2 marchés, parce qu'il était évident que pour beaucoup de ces producteurs, qui avaient vu d'ailleurs pendant le confinement leur chiffre d'affaires, je veux dire, être stabilisé par le fait que beaucoup se présentaient chez eux, puisque beaucoup vendent d'ailleurs sur place, avaient eu la possibilité pendant le confinement d'augmenter ce chiffre d'affaires et d'avoir un chiffre d'affaires relativement important. Mais par la suite, on s'est aperçu que la plupart des personnes reprenaient leur habitude d'aller dans les commerces plus ou moins traditionnels. Et c'est vrai que la plupart de ces producteurs maraîchers ou autres producteurs de miel ont vu malheureusement leur clientèle fortement diminuer. Donc il nous paraissait tout à fait normal que par rapport à une solidarité économique, nous puissions assurer justement l'exonération de ces droits de place pour ces 2 marchés qui auront lieu le 7 et 14 octobre, le mercredi 7 et le mercredi 14 octobre. Voilà.
Merci Patrice. Je rappelle que ça représente une petite centaine d'euros. Hein. Oui, c'est une très petite somme et c'est vrai que la plupart sont d'ailleurs des personnes qui ont participé aussi au marché nocturne, qui pour certains participent aussi au marché des jeudis. Et donc ce sont aussi une façon de fidéliser aussi cette participation et de montrer notre attachement au fait qu'ils soient présents. Voilà. Fait qu'ils soient présents avec des produits de qualité. Est-ce qu'il y aurait des questions sur cette délibération? Monsieur Lévin-Spul. Merci. Juste une précision, ce sont bien des marchés spécifiques. Ce sont des marchés spécifiques bio qui auront lieu donc dans le cadre des semaines de l'environnement, le soir sur le mall du port. C'est une sorte d'essai en fait qu'on veut faire. À terme, on souhaiterait la création d'un marché de producteurs bio le soir en semaine qui serait plus à vocation des gens qui travaillent et qui ont du mal à se rendre sur le marché du jeudi matin. Donc dans un premier temps, on voudrait rencontrer les producteurs, on voulait rencontrer les consommateurs aussi qui étaient demandeurs de ce type de produit et voir s'il était pertinent dans un second temps de mettre en place, voilà, par exemple le mercredi soir de 16h à 20h sur le parking du parcours naturel, un marché de producteurs bio qui viendraient nous vendre leurs produits. Voilà, après, c'est toujours ce côté bio, locavore qu'on souhaite mettre en avant et sur lequel M. Thomas travaille très bien. Il a énormément de réseaux dans le coin et le but c'est de faire venir des gens qui font des bons produits et qui les font pas loin et de mettre en avant ces gens-là. Donc si ça rencontre un succès en octobre, ben, on essaiera de le mettre en place de manière hebdomadaire sur un nouveau rendez-vous sur le village. Ok, merci pour la précision. Nous allons donc passer au vote qui est contre, abstention, unanimité. Je vous remercie. Nous passons maintenant à la délibération numéro 13, qui est le bilan annuel au stock foncier détenu par l'établissement public foncier. Par la délibération du 27 janvier 2014, notre Assemblée a approuvé l'adhésion de la commune à la convention Habitat à caractère multisite, convention tripartite passée entre l'établissement public foncier et la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole, ainsi que la commune. Ce partenariat permet la réalisation de projets communaux par la réalisation d'acquisitions foncières conformément à l'article 2241.1 du Code général des collectivités locales. Il convient de présenter au conseil municipal le bilan 2019 des acquisitions et cessions opérées sur le territoire de la commune et détenues par l'EPF. Donc je vous passe le courrier qu'ils nous ont fait. Et donc ils ont cédé au niveau du site de l'Espéron une parcelle qui porte le numéro AV 299, qui est toute petite, qui fait 6 mètres carrés. Ils l'ont vendue à M. Ragosino pour 5 729,79 €. Voilà, c'était impératif de vous en informer. Donc voilà qui est fait. Je ne suis même pas sûr qu'on vote sur cette décision, Régina. Non, en vote ? C'est acté. Voilà, c'était juste pour vous l'acter. Peut-être que Mme Campana avait une remarque à faire à ce sujet. On vous écoute. Effectivement, vous avez bien mis en pièce jointe l'état des sessions, l'état de cette session. Toutefois, il est annoncé, enfin, dans la note, on indique que l'état du stock foncier est annexé à la note, et je n'ai pas trouvé l'état du foncier, puisque l'état du foncier... Non, mais l'état du foncier, c'est celui de 2018 diminué de ça. On va vous le renvoyer. Il n'est pas joint à la présente note, contrairement à ce qu'il y a dans... Contrairement à ce qui est écrit dans le courrier, autant pour nous, on va vous le faire parvenir. Voilà. On va s'en occuper. Julie, tu feras parvenir à Madame Campana l'état de l'EPF. Merci beaucoup. Donc c'est acté. Donc sur la décision numéro 14, donc, comme je vous l'ai indiqué en début de séance, elle est ajournée. Nous allons donc passer à la décision numéro 15, qui est l'adoption du règlement intérieur des services périscolaires. Donc le nouveau règlement intérieur des services périscolaires comprenant la restauration scolaire... Pardon ? Excusez-moi. Ah, mais vous m'avez dit... Pardon, c'est les étiquettes qui ont été décalées. Excusez-moi. Je reprends la note de synthèse numéro 15, c'est le maintien de la prise en charge par la commune des élèves boursiers abonnés au service public de transport scolaire pour l'année 2020-2021. La métropole a mis en place une nouvelle
organisation des transports scolaires et par délibération du 28 juin 2018, le Conseil de métropole a délibéré sur les nouveaux tarifs des abonnements scolaires applicables à partir de l'année 2020-2021. Pour l'année scolaire 2020-2021, les tarifs sont pour le pass scolaire métropole sans RTM 70 € et pour le pass métropolitain avec RTM 220 €. Ces tarifs peuvent être sujets aux réductions ci-dessous, élèves boursiers ou familles nombreuses. Monsieur le maire informe le conseil municipal que certaines familles dont les revenus fiscaux de référence n'excèdent pas le plafond fixé par le ministère de l'Éducation nationale pour l'obtention d'une bourse des collèges peuvent bénéficier de la prise en charge totale par la commune du transport scolaire de leur enfant scolarisé au collège. En ce qui concerne le transport scolaire intérieur vers les écoles primaires, les familles qui disposent de la CMUC bénéficieront d'une prise en charge totale par la commune. En résumé, la prise en charge totale par la commune concerne d'une part les élèves des écoles primaires qui peuvent justifier d'une couverture maladie universelle complémentaire pour un montant par élève de 35 € et d'autre part les élèves boursiers inscrits au collège pour un montant de 35 €. Comme l'année dernière, il est proposé au conseil municipal d'unifier les modalités de participation des familles au regard des transports scolaires vers les écoles primaires et vers le collège par une prise en charge totale par la commune des frais de transport scolaire incombant aux familles. La dépense sera prévue au budget primitif 2021. Est-ce qu'il y avait des questions? Nous allons donc passer au vote. Qui est contre? Abstention. Unanimité. Je vous remercie. Hop là. Donc cette fois-ci, c'est la bonne, l'adoption du règlement intérieur des services périscolaires. Le nouveau règlement intérieur des services périscolaires comprenant la restauration scolaire, les garderies matin et soir et accompagnement aux devoirs est présenté au conseil municipal. Les principales modifications apportées au règlement concernent la facturation mensuelle et les modalités de règlement proposées aux familles. Ces dispositions prendront effet à compter du 1er janvier 2021. Les déductions accordées pour l'absence de l'enfant pour maladie, 2 jours consécutifs minimum avec production d'un certificat médical. Cette disposition sera applicable à compter du 1er janvier 2021. Les autres dispositions d'ordre général du règlement intérieur ainsi que la charte de bonne conduite des temps périscolaires sont applicables immédiatement. Il est proposé au conseil municipal d'adopter le règlement intérieur des services périscolaires. Le projet de règlement est annexé à la présente note. Je prends juste quelques notes qui m'ont été adressées par Madame Bonneau, donc l'adjointe à l'éducation, qui rappelle que c'est la fusion de 2 anciens règlements qui étaient distincts et qui donc du coup maintenant sera unique. C'est un travail collectif d'écriture qui a été fait avec les services concernés ainsi que les associations de parents d'élèves. L'objectif, c'est protéger les agents en termes de responsabilité, c'est responsabiliser les parents, protéger les enfants et renforcer le sens du service à tous dans le respect de chacun. Donc, comme je l'ai indiqué, les nouveautés sont le paiement mensuel pour les parents avec plus précis et des prélèvements plus rapprochés. Pour les enfants, une charte de bonne conduite et pour les agents, des règles de fonctionnement réaffirmées. Voilà. Est-ce qu'il y avait des questions sur ce sujet? Merci. Donc, nous allons voter pour ce règlement parce qu'il est très précis et complet. Donc, on pense que c'est très bien de faire un prélèvement mensuel. Pour les parents, ça va permettre d'étaler le coût. Ça va également aider le personnel municipal, aussi bien administratif et sur le terrain, dans la gestion des élèves, mais aussi des parents. Donc, en cela, le règlement est parfait. Juste quelques petites précisions. Dans le règlement, à un endroit, vous mettez « En cas de mouvement de grève des enseignants, un service minimum sera mis en place ». À l'heure actuelle, il faut que 25% des enseignants soient en grève pour que le service minimum soit mis en place. Est-ce que ça veut dire que le service minimum est mis en place même s'il n'y a pas les 25% ou pas? Ensuite, la garderie du matin, 7h30, 8h15. Là, je pense qu'il y a une erreur d'écriture, c'est 8h20, la fin de la garderie. Et enfin, dernière petite précision, mais là, c'est juste un terme. Ce n'est pas pour les enfants de primaire, la garderie et l'étude, mais pour les enfants d'élémentaire. Élémentaire, maternelle et primaire. Voilà. Vous avez raison.
Donc, concernant l'heure, effectivement, c'est une petite erreur de frappe, je pense, tout simplement. Concernant le service minimum en cas de grève, et dans le cadre de la loi du service minimum, donc il faudra qu'on ait atteint 25% d'enseignants grévistes pour mettre en place ce service. S'il y a un seul enseignant absent, on ne pourra pas mettre en place le service, pour répondre à votre question. Je vous remercie en tout cas pour ces compliments. Je vous remercie aussi d'avoir participé un petit peu à cette élaboration et par vos conseils et par vos observations, nous avoir aidé à faire ce bon travail. Et je salue Madame Bonneau qui donc est en attente de résultats de son test pour ce qui est d'après moi d'une grande qualité. On va donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Remercie. Nous allons maintenant passer à l'approbation de la grille tarifaire des services périscolaires. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la nouvelle grille tarifaire des services périscolaires qui sera applicable à compter du 1er janvier 2021. Le projet de grille tarifaire est annexé à la présente note. Donc, comme vous avez pu le constater dans la note qui vous a été adressée, on a décidé, il est apparu tout d'abord que comme les tarifs n'avaient pas été modifiés depuis 7 ans, il y a un écart énorme entre ce que les parents payaient pour la cantine et ce que la ville dépensait pour la cantine. Et ce delta n'a fait qu'augmenter ces dernières années. Pour vous donner un ordre d'idée, on a fait le calcul avec Stéphane et les coûts d'achat ont augmenté de 8% sur la période sans que jamais le prix payé par les parents ne se suffisait. Donc on a décidé de rattraper tout ça, mais on l'a fait quand même dans un souci d'équité et dans un souci surtout de ne pas priver de cantine des enfants dont ça serait un repas clé dans la journée et pour lesquels ça serait quelque chose d'important. En conséquence, il y a une double décision, c'est de créer une nouvelle tranche pour permettre au budget de s'oxygéner et du coup de faire une augmentation de seulement 10 centimes sur la première tranche, alors que l'augmentation est plus importante sur la dernière tranche. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette nouvelle tarification? Alors, ce n'est pas une question, mais juste une remarque. Pour le revenu fiscal de référence tranche 2, c'est écrit inférieur ou égal à 40 000 euros et je pense que c'est de 21 001 euros à 40 000 euros. Voilà, c'est juste une erreur de... Une petite erreur encore, voilà. Effectivement. Juste une petite remarque. On va donc passer au vote. Qui est contre? Abstention. Unanimité. Je vous remercie. Hop. Donc on saute aussi la délibération numéro 18. Et on passe à l'attribution d'une prime exceptionnelle Covid au personnel municipal. Conformément à l'article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale, à l'article 11 de la loi de finances rectificative 2020-473 du 25 avril 2020 et au décret 2020-570 du 14 mai 2020, le conseil municipal peut instituer une prime exceptionnelle Covid de 1 000 euros maximum à certains agents. Le maire de Saucé propose d'instaurer la prime exceptionnelle Covid dans la commune de Saucé-les-Pins afin de valoriser le travail significatif, et je souhaitais insister sur le mot significatif, durant cette période au profit de certains agents particulièrement mobilisés dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 pour assurer la continuité des services publics. Et je pense nommément à messieurs Rougiero et à monsieur Cabaradjian qui ont livré pendant l'intégralité du confinement de manière exemplaire des repas à nos anciens, mais aussi de la chaleur humaine et des moments où c'était la seule personne que nos anciens voyaient parfois dans la journée. Donc il y a plein d'agents qui se sont distingués, mais je souhaitais surtout mettre en avant ces trois-là qui, par le portage et les actions qu'ils avaient menées au sein du portage, avaient permis à nos anciens de passer un confinement, à défaut d'être meilleur, moins pire, et je tenais à le saluer devant vous ce soir. Du coup, j'ai perdu ma ligne. Cette prime est instaurée selon les modalités suivantes. Un montant de 26,31 € par jour travaillé sera octroyé. Il sera versé en une seule fois en 2020. L'autorité territoriale fixera par arrêté les bénéficiaires avec le montant alloué. Les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2020, notamment l'article 64-118.
Il convient de préciser que les dispositions ci-dessus évolueront automatiquement au regard de la réglementation en vigueur. Pour information, M. Detré, ici présent, a fait une évaluation de ce que ça pourrait coûter en collaboration avec M. Ibagnès. Et la dépense évaluée est de 35 000 € si la prime est octroyée aux agents en présentiel et en télétravail. Voilà, si vous avez des questions sur cette délibération, je vous en prie. La gestion de l'épisode Covid a été évidemment une période très compliquée à vivre. Et je veux souligner le travail exceptionnel qui a été réalisé par le personnel municipal à Saucé-les-Pins. On connaît les agents, on connaît la valeur des agents et on connaît également la valeur et leur sens du service public et leur engagement vis-à-vis de nos concitoyens. Vous avez souligné le comportement de 3 d'entre eux, plus spécifiquement liés à nos anciens et au portage des repas. C'est vrai aussi qu'on avait travaillé avec le CCAS et avec Étienne Herpin pour appeler les Saucétois pour savoir tout simplement comment ils allaient et s'ils avaient besoin de quoi que ce soit. Concernant l'attribution de cette prime Covid, nous voterons pour, puisque c'était un point sur lequel nous avions aussi travaillé. Donc j'ai bien noté le budget de 35 000 €. Bien évidemment, il n'est pas le lieu d'avoir un état détaillé des noms des personnes, même si je les connais bien et je sais ceux qui ont été très présents. Voilà, moi j'ai pas bien, ou alors j'aurais voulu avoir le nombre de personnes concernées par cette prime et si cette prime est modulée en fonction de l'activité de certains ou pas. La prime est modulée en fonction du nombre de jours en présentiel réel sur la commune au poste de travail en train de faire face à l'épidémie, entre guillemets. Et c'est ce qui donne des montants différents en fonction des personnels, puisqu'il y a des personnels qui sont venus tous les jours et il y a des personnels qui sont venus de manière moins importante. Et après aussi, on y joint des personnels qui ne seraient pas venus, mais dont le télétravail aurait permis la gestion de l'épidémie aussi. D'accord, donc ça nous permet d'avoir aussi bien des gens des services techniques que des gens que la police municipale, que le portage, voilà, en fonction des tâches qui ont été effectuées par les uns par les autres. Je renouvelle encore en public, Monsieur Chex, mon invitation. Vous êtes toujours le bienvenu dans le bureau du maire et je serai ravi de vous partager la liste des employés concernés dès qu'elle sera prête et qu'on puisse en discuter ensemble. Je suis toujours très ouvert à cela et sachez que vous pouvez venir en parler avec moi quand vous le souhaitez. Merci beaucoup et les Saucétois et encore un grand merci à tout le personnel municipal pour tout ce qu'il a fait pendant cette période de crise. On va donc passer au vote. Qui est contre? Abstention? Unanimité, je vous remercie. Nous allons maintenant passer au recours au service civique. Autorisation du conseil municipal. Le service civique s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme, qui souhaitent s'engager dans une période de 6 à 12 mois auprès d'un organisme à but non lucratif, association, ou une personne morale de droit public, collectivité locale, établissement public ou service de l'État, pour accomplir une mission d'intérêt général dans un des domaines ciblés par le dispositif. Les jeunes bénéficiaires ou appartenant à un foyer bénéficiaire du RSA ou titulaires d'une bourse de l'enseignement supérieur au titre du 5e échelon et au-delà bénéficiant d'une majoration d'indemnité de 107,66 € par mois. L'indemnité de service civique est entièrement cumulable avec les allocations adultes handicapés et l'aide au logement. Il s'inscrit dans le code du service national et non pas dans le code du travail. Un agrément est délivré pour 2 ans au vu de la nature des missions proposées et de la capacité de la structure à assurer l'accompagnement et à prendre en charge des volontaires. Le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l'État aux volontaires, ainsi qu'à la prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier. Les frais d'alimentation ou de transport pourront être couverts par des prestations en nature, accès subventionné à un établissement de restauration collective. Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d'accueil. Il sera chargé de préparer
et d'accompagner le volontaire dans la réalisation de ses missions. Il est proposé au conseil municipal de mettre en place le dispositif du service civique au sein de la collectivité à compter du 1er novembre 2020, d'autoriser le maire à demander l'agrément nécessaire auprès de la direction départementale interministérielle chargée de la cohésion sociale et d'autoriser le maire à signer les contrats d'engagement de service civique avec les volontaires et les conventions de mise à disposition auprès d'éventuelles personnes morales. Est-ce qu'il y avait des questions ? Oui, simplement, donc ma remarque était non pas sur cette délibération, mais pour signaler qu'a priori, on a un problème sur la diffusion du conseil municipal, que je reçois plusieurs SMS me signalant que c'est inaudible et que l'angle de vue ne permet pas de voir la totalité des membres du conseil municipal. Donc je me permets juste de vous signaler qu'il y a des coupures visiblement, c'est une première et il faudra voir comment on peut remédier à cela puisqu'il est visiblement très difficile pour les Saucétois de suivre en direct le conseil municipal. Merci. On va regarder ça immédiatement par l'intermédiaire de M. Jangou. Je vous remercie pour ce signalement. On va passer au vote et rester concentré. Donc sur l'autorisation du recours au service civique, qui est contre, abstention, unanimité, je vous remercie. Nous allons donc passer au point 21, qui est la mise à jour du tableau de l'effectif. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. Il convient de procéder à la présentation afin de mettre à jour le tableau des effectifs ci-joints à la présente note, notamment suite au départ à la retraite, aux demandes de disponibilité pour convenance personnelle, ainsi qu'au décès de certains membres de notre personnel. Le conseil municipal, alors il faut que je lise, pardon. Auxiliaire de puéricultrice principale première classe, adjoint administratif, agent de maîtrise principale, agent de maîtrise principale, brigadier chef principal, adjoint technique principal de deuxième classe, adjoint administratif principal de première classe, technicien territorial, adjoint technique et adjoint technique. Le conseil municipal, oui, ce qui précède, et après en avoir délibéré, donc il faut en délibérer, donne pouvoir à M. le maire pour accomplir les formalités administratives consécutives à la modification du tableau des effectifs du personnel, dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés seront inscrits au budget, au chapitre et articles prévus à cet effet, autorise le maire à prendre toutes les dispositions et à signer tout acte et document rendu nécessaire pour l'exécution de la présente délibération. Avez-vous des questions ? Donc merci de maintenir ce tableau des effectifs, puisque avant que j'arrive, ça n'existait pas. Et il y avait des pratiques sur lesquelles on a voulu revenir, et c'est important de les continuer. Pour faire rapide, puisqu'il commence à se faire tard, je voulais vous poser deux questions, puisque hier nous étions au pot de départ de Madame Régina Avier, dont je veux ici saluer le travail constant au service de la commune. Elle a servi 3 maires et elle a elle aussi démontré son sens du service public et a été à chaque fois une aide précieuse. Là, je parle que pour moi, mais en tout cas, elle a été une aide très, très précieuse et voilà, je voulais la remercier pour tout ce travail réalisé. Et donc, je me permets logiquement de vous poser la question, est-ce que vous pouvez déjà annoncer devant le conseil municipal le nom du prochain... Juste par rapport à ça, on va finir les délibérations. Après, on va passer sur les questions écrites que vous m'avez envoyées. Et à la fin, je prendrai la parole à ce sujet. C'est bien qu'on suive la trame. Très bien. Je remercie moi aussi Madame Avier. On a eu l'occasion déjà d'en parler hier lors de ce pot de départ. Et je prendrai la parole à ce sujet en fin de conseil municipal, après les questions écrites. Entendu, mais c'était parce que c'était dans une logique aussi vis-à-vis du tableau des effectifs. Je vous remercie. Donc, concernant
excusez-moi, la mise à jour du tableau des effectifs. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Donc le point numéro 22 qui a été ajouté, comme je vous l'indiquais, en début de conseil municipal concernant donc les demandes de subvention et l'autorisation de signer directement les demandes de subvention sans passer par le conseil municipal. Donc il s'agit d'ajouter une délégation du conseil municipal au maire, demander à tout organisme, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions. L'article 127-1 de la loi 2015-99-1 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a permis aux conseils municipaux de déléguer au maire le pouvoir de solliciter des subventions, mais uniquement auprès de l'État et des collectivités territoriales. L'article 74 de la loi 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain a étendu le champ de cet article aux demandes de subventions auprès de tout organisme financeur. Il est proposé que cette délégation s'applique à tout projet de fonctionnement et d'investissement, étant entendu que le champ de la délégation se restreint à la demande de subvention. Qui est contre? Ou pardon, est-ce que vous avez des questions peut-être, excusez-moi. Qui est contre? Abstention. Unanimité, je vous remercie. Je vais donc maintenant passer aux questions écrites que vous m'avez transmises donc, lorsque vous avez reçu la convocation. Je vais commencer par lire la première question. Donc la route entre Saucé-les-Pins et Saint-Julien a subi des travaux puis une remise en état sur laquelle de nombreux automobilistes, motards et cyclistes nous ont interpellés. Le provisoire semble durer au-delà du raisonnable et plusieurs accidents ont déjà eu lieu sur cette route. Quelles sont les actions concrètes entreprises par la mairie pour remédier à ce dysfonctionnement grave qui touche à la sécurité de nos concitoyens? Donc l'action concrète qui a été mise en place, ça a été d'écrire un courrier donc au département, puisque c'est une route départementale qui est gérée par le département et sur laquelle la ville de Saucé n'a aucun droit de regard, pour attirer leur attention sur la dangerosité de la route qui nous a nous aussi été signalée. Et je peux vous informer, donc on a eu la confirmation avec M. Abran aujourd'hui, que la SEM, la Société des Eaux, viendra début octobre regoudronner toute la moitié de la route sur laquelle il y a cette ornière et ce passage de canalisation qui est extrêmement dangereux. Donc on avait écrit et là on a secoué un peu le cocotier pour avoir une réponse ferme et donc ils nous ont confirmé que ça serait fait en début de mois prochain. La deuxième question. Le vote des indemnités de fonction des élus de votre majorité a donné lieu à des échanges sur lesquels nous souhaitons revenir à la demande d'un ancien conseiller municipal, M. Jean-Louis Loriol. Ce dernier était lors de la précédente mandature conseiller municipal délégué et il tient à rappeler qu'il avait renoncé à toute indemnité de fonction. De ce fait, il était bénévole. Donc vous saluerez M. Loriol de ma part. Donc, vous me demandiez après en détail les taux d'indemnité brute, donc je vous les redonne. L'indemnité brute du maire depuis 2017 est un taux de 51%, soit 1 974,03 € brut. Et le taux voté en 2020 et appliqué est un taux de 55%, soit 2 139,16 € brut, soit un écart de 164 €. Le nombre d'élus ayant une indemnité de fonction en 2019 était de 12, avec le maire, messieurs Loriol et Seldran, conseillers municipaux délégués, ayant renoncé à cette indemnité. Le montant global des indemnités versées était de 7 965,78 €. Le nombre d'élus ayant une indemnité de fonction en 2020 est de 14 et le montant global mensuel des indemnités est de 8 984,48 €. J'espère avoir été clair dans les réponses que je vous ai données. Par ailleurs, donc comme vous le soulignez tout à l'heure, et une partie des sociétés en ayant peut-être déjà eu vent par leurs collègues municipaux, Madame Avier, qui je souhaiterais qu'elle se lève et qu'elle me rejoigne, ça me ferait très plaisir, va quitter notre commune pour rejoindre la commune de Rognes et reprendre donc le poste de DGS dans cette nouvelle commune. Nous avons, avec les employés, souhaité faire un apéritif auquel nous avons associé l'équipe précédente pour remercier Madame Avier. Il faut savoir que Madame
Madame Avier travaille pour la ville de Saucé depuis maintenant 15 ans. Elle a donné 15 ans de sa vie pour nous, sans compter son temps, sans compter ses heures. Et donc on a souhaité la remercier au travers de cet apéritif. Et ce soir, je souhaiterais la remercier devant vous, dans ce cadre formel, au nom de tous les Saucétois. Merci pour votre travail et pour votre temps, Madame Avier. Je le répète parce qu'on a entendu quelques ragots qui nous ont fait sourire à ce sujet, mais on se quitte très bons amis. Il n'y a pas eu de soucis entre nous, c'est des gens qui se séparent, et une volonté de la part de la nouvelle équipe d'impulser quelque chose de nouveau, et une volonté de la part de Madame Avier de partir sur un nouveau projet. Donc on lui dit au revoir ce soir lors de ce conseil municipal, et j'aurais souhaité qu'on l'applaudisse et qu'on la remercie. Normal. Mesdames et messieurs, l'ensemble des points de l'ordre du jour ayant été traités, je lève la séance. Merci à tous les Saucétois d'avoir été présents. On est très heureux que vous soyez nombreux à venir.